Bienvenue dans la 2e saison du podcast Parcours de vie, le Sud-Ouest dans le cœur. Je m'appelle Véronique Dufour et je suis profondément attachée au Sud-Ouest et à ses habitants. Pour chaque épisode, je pars à la rencontre d'un invité originaire de la région ou qui a fait le choix d'y poser ses valises. Ils sont artisans, sportifs, chefs d'entreprise, artistes ou citoyens. Leurs points communs, ils sont inspirants, talentueux et remarquables. Durant cette conversation, chaque invité peut détailler son parcours, expliquer son attachement au Sud-Ouest et surtout donner envie aux auditeurs de croire en leurs rêves. Il s'agit d'un podcast indépendant, alors n'hésitez pas à le soutenir en lui donnant une note sur votre plateforme d'écoute préférée et à en parler autour de vous. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'actualité du podcast, rendez-vous sur le compte Instagram. Je vous laisse maintenant écouter le nouvel invité. Belle découverte! Pour ce nouvel épisode, je suis allée à la rencontre d'un crémier fromager atypique, Christophe Gonzalez. À la tête de 2 boutiques, à Bayonne et Saint-Martin-de-Seignanx, il dépoussière l'image de la profession avec sa créativité débordante. Passionné par son métier et par les producteurs, il est l'un des rares fromagers à mettre en scène son activité avec des vidéos de grande qualité. En quelques années, Christophe a conquis les réseaux sociaux sous le nom de Christophe Fromager. Dans cet entretien, on évoque son expérience japonaise, sa passion pour la vidéo et sa mission gourmande. Christophe Gonzalez est une personnalité remarquable que je vous invite à découvrir. Bonjour Christophe. Bonjour. Je suis ravie d'être ici aujourd'hui à Saint-Martin-de-Seignanx. On est dans une de tes 2 boutiques, puisqu'il y en a une deuxième à Bayonne dont tu parleras tout à l'heure. La première question que je pose toujours en début d'épisode à l'invité, puisque moi, bien sûr, je connais un petit peu ton parcours, est-ce que tu peux te présenter avec tes propres mots, s'il te plaît ? Je m'appelle Christophe Gonzalez et non pas Fromager, parce que certaines personnes pensent que je m'appelle Christophe Fromager. Ce n'est pas le cas. Ça aurait été une belle coïncidence. Tout à fait. J'ai 36 ans, fraîchement 36 ans. Je suis né à Bayonne. J'ai ouvert 2 fromageries, dont une à Bayonne en 2018 et la dernière en 2023 à Saint-Martin-de-Seignanx, donc dans mon village, on va dire, d'enfance. Je suis du Pays Basque, j'ai fait toutes mes études ici, à Bayonne, pour ceux qui connaissent Saint-Amand, l'Argentais, et l'école de commerce qui était autrefois l'EGC et qui est aujourd'hui la Kedge. D'accord, donc tu es, on va dire, un pur produit du Sud-Ouest. Oui, c'est ça, oui. un vrai basque-hollandais. Je suis né à Bayonne, j'ai fait toutes mes études à Bayonne, mais j'ai toujours vécu à Saint-Martin-de-Hinx, exactement. Voilà. Ok, donc tu es bien d'ici. Voilà. La question que je pose aussi toujours aux invités, pour qu'on puisse un peu mieux comprendre leur parcours, c'est de savoir comment s'est passé leurs études, qu'est-ce qui a fait qu'ils ont choisi cette orientation. Donc toi, tu as un peu divulgué tout à l'heure 2-3 choses en disant que ton nom de famille n'était pas Fromager. C'est ça. Donc c'est ton activité aujourd'hui, mais avant d'en arriver là, est-ce que tu peux nous dire quelles études tu as fait et quel a été en fait ce parcours ? Alors, mon parcours, on en a un petit peu parlé en off avant. J'étais donc, je suis la génération, année 80, je suis de 88. J'ai été baigné dans tout ce qui est informatique, ordinateur, monter des ordinateurs avec des cartes graphiques, etc. Machin. Donc j'ai beaucoup geeké, comme on dit. Et pendant tout ce temps, j'ai adoré justement écouter de la musique illégalement à l'époque, avec Casa, Emule et tout ce genre de choses. C'est pas bien. C'est pas bien, mais tout le monde l'a fait. Bien sûr. Et donc du coup, j'ai pendant tout ce temps été fasciné par le milieu un peu audiovisuel et je voulais à l'époque travailler dans le cinéma. J'ai voulu faire un BTS audiovisuel à Biarritz, ce que je n'ai pas pu faire parce que j'étais très mauvais en maths et en physique et ils demandaient essentiellement ça pour ce BTS. Donc du coup, je me suis redirigé vers un cursus un peu plus général et j'ai fait une école de commerce, mais toujours avec pas cette envie, mais toujours à apprécier le travail audiovisuel, mais en étant derrière la caméra. C'est-à-dire que c'est moi qui filme, c'est moi qui fait les sons, les musiques, etc. Plutôt à la réalisation. Et
voilà, donc j'ai pas pu faire ça parce que les études ne me correspondaient pas et j'ai fait un cursus commercial. Dans ce cursus commercial, j'ai donc fait des stages d'entreprise qui m'ont amené à l'étranger. La première fois à Madrid, la seconde à Londres. Et à chaque fois, lors de ces stages, où j'ai rien appris parce que c'était nul les stages, hein, il faut le dire aussi, j'ai donc par contre rencontré des gens. Et dans les capitales, on rencontre des gens du monde entier. Et c'est vrai que j'ai rencontré beaucoup à l'époque d'Asiatiques, mais j'avais dans ma promo un Irakien, un Allemand, un Espagnol. Enfin, c'était l'auberge espagnole, vraiment la Ouais, vraie c'était là. cosmopolite. Exactement. Et à chaque fois, ce qui me plaisait le plus, c'était évidemment la fin du boulot, hein. Donc quand on allait au pub en Angleterre à Londres Décompressé. pour décompresser, on prenait une bière avec des cacahuètes et il y avait toujours quelque chose au milieu de la table. Et en fait, je me faisais cette remarque que vous mettez des gens d'une culture différente et vous mettez un truc à manger et à boire au milieu d'une table, il se passe quelque chose, les gens discutent. Et moi, j'ai toujours adoré ça. En fait, c'est que la gastronomie c'est un vecteur de relations et connecte un peu les gens. Et ça m'est venu un peu naturellement. Et après les études, je me suis dit, j'adore ça, en fait, le lien que la bouffe, en fait, peut créer entre les gens. Et je me suis dit, ben, je vais faire ça de ma vie, essayer de connecter les gens avec un produit gastronomique. Et à l'époque, je me suis interrogé lequel, hein. J'avais le choix, le vin, le pain ou le fromage. Ouais. Et ben, j'ai choisi le fromage parce que c'était celui que je préférais. Et c'est comme ça que je suis devenu fromager par la suite. Et alors, pour devenir fromager après ces études de commerce, t'as du coup dû repartir un peu à zéro dans ton parcours. Eh ben, ouais, Ouais. alors à l'époque, en 2000, c'était quoi, en 2010, quand j'ai commencé, j'ai donc fait le choix de repartir à Londres parce que j'ai fait 3 ans en école de commerce. Ma dernière année, j'ai fait 4 mois de stage à Londres, ça m'a beaucoup plu, donc je me suis dit je vais y repartir. Et donc j'ai commencé ma carrière de fromager à Londres. Et donc j'ai tout simplement frappé à la porte des fromagers à Londres. Et Pour apprendre le métier, en fait. pour apprendre le métier. Alors, Londres, c'était aussi, ça s'inscrivait dans une volonté de parler anglais, de pouvoir travailler à l'international, parce que j'ai été pris de passion pour les Asiatiques, en fait. Enfin, pris de passion, hein. J'étais très curieux de ces gens, Ouais. parce que lors de nos longs apéros au pub, en fait, on discutait de tout et de rien, et c'est vrai que j'étais fasciné d'écouter la vie de ces gens, en fait, des jeunes comme moi, du même âge que moi, me racontant un peu leur vie et voir à quel point ces gens, en fait, c'était des Coréens et des Japonais, étaient gentils. C'est bête, hein, mais c'était la gentillesse de ces gens, la curiosité qui m'a beaucoup attiré. Et en fait, je me suis rendu compte que cette culture-là avait une enfance, une adolescence beaucoup plus dure que la mienne. Et au final, ces jeunes adultes étaient peut-être beaucoup plus ouverts, curieux et, j'allais dire, gentils que les Français, en gros. Ça a été une prise de conscience, en fait. Ouais, ça a été un peu une prise de conscience et je me suis dit, mais c'est incroyable, ces gens, comment ils sont agréables, en fait, tout simplement. Et je me suis dit, de manière innocente, j'aimerais travailler un jour là-bas. Et c'était soit la Corée, soit le Japon. Ouais. Et donc, du coup, je me suis dit, avant d'apprendre le japonais ou le coréen, je vais quand même apprendre l'anglais. Ce Donc, qui était déjà plutôt une belle étape. voilà, donc je suis donc parti à Londres pour apprendre l'anglais. Euh, et donc, ce faisant, j'ai travaillé pour un resto japonais, mais les premiers mois de ma vie à Londres. Et donc, j'ai appris l'anglais, hein. J'ai fait des sushis, mais j'ai appris Ouais. l'anglais. Et en suivant, quasiment après, j'ai toqué à la porte d'une fromagerie et j'ai été pris en suivant. Ils Parce t'ont que, donné ta chance, même si voilà, t'avais pas forcément. ouais, parce que c'était des jeunes français aussi. En fait, c'était la fromagerie Androuet, qui est la plus vieille fromagerie de France, enfin la plus ancienne, qui a été un peu celui qui a inventé la fromagerie en France. La fromagerie comme je l'entends, c'est-à-dire la crèmerie-fromagerie, c'est-à-dire des D'accord. boutiques dans lesquelles tu peux retrouver tous les fromages de France. Grosso modo, en gros, c'était un fromager parisien qui allait chercher les fromages jeunes dans les campagnes autour et les affiner ensuite dans ses boutiques à Paris. Et c'est lui qui a instauré ça en France, D'accord. Androuet.
Et donc il a plusieurs fromageries à Paris. Avec la personne en charge d'Androuet à cette époque, ils ont ouvert un corner à Londres avec deux Français. Et ces deux Français m'ont accueilli et ils m'ont formé sur le tas, tout simplement, à l'ancienne. Super. Et moi j'étais quand même bien investi parce que j'avais une idée bien précise, c'était quand même repartir en Asie. Enfin repartir non, y partir, j'avais jamais été. C'était vraiment ton objectif en fait, ton envie. Hein. Ouais, c'était mon objectif d'aller en Asie. Et les expériences et les rencontres faisant, j'ai choisi le Japon. Et j'y suis allé pour un premier voyage et j'ai été complètement sous le charme, encore plus que quand... Que ce que tu avais imaginé voilà, encore plus que nos échanges entre la bière et la cacahuète du pub. J'ai vraiment eu un énorme coup de cœur pour le pays quand j'y suis allé une première fois en vacances, en voyage. J'avais 22 ans, hein, donc ouais. J'en ai 36 aujourd'hui et c'est vrai que quand on a 36 ans, on se dit qu'on est enfant quand on a 22 ans. Vraiment, quoi. C'est un truc de fou parce que j'avais des yeux complètement innocents. Et bref, j'ai découvert le Japon pendant 3 semaines. J'ai tout mis en œuvre après pour pouvoir y repartir. J'ai donc vécu chichement pendant 10 mois pour me faire... Pour faire des économies faire des économies et avoir un visa vacances-travail de 1 an pour travailler à Tokyo. Enfin non, même pas travailler à Tokyo, pour aller à Tokyo. Et sur place Et sur place, donc j'y suis allé. J'ai donc toqué à la porte, pareil comme quand je suis arrivé à Londres. Donc j'ai fait 2 ans, quasiment 3 ans à Londres. Ensuite je suis arrivé à Tokyo. Et je n'avais pas de travail, j'avais juste un visa et des économies et je parlais pas un mot de japonais. Et tu avais des contacts sur place ? Et zéro. Ah ouais, c'était l'aventure en fait. Enfin, si, que j'avais rencontré à Londres. Dans un pub ? Non, qui était client et que mes connaissances connaissent, c'est ma famille et tout. Enfin, Hideaki, c'est en fait un monsieur qui, lui, à l'inverse, adore le vin. D'accord. Mais alors, adore le vin. C'est une passion. C'est une passion. Alors, il y en a qui vont se dire il est alcoolique. Non, c'est encore autre chose. C'est que là, lui, vraiment, il est vraiment fou de la connaissance, de la culture du vin. Et en fait, c'est comme on appelle au Japon des otaku. C'est-à-dire des gens absolument... mais épris de passion, mais folle pour n'importe quoi. Ça pour peut être une chose en particulier. Voilà, la collection de chaussettes, j'en sais rien. Il y en a c'est des mecs qui sont fous. Bah, lui, c'est un peu le cas. Donc, quand je suis arrivé au Japon, il m'a accueilli. C'est vrai qu'il m'a accueilli. Il m'a montré ses meilleurs bars à vin. On a fait des dégustations de fromage avec ses amis. Enfin, ça a été ah oui, ça a été une ressource précieuse en fait pour toi quand tu es arrivé là-bas. Lui, effectivement, ça a été comment dire, de l'avoir autour, ça m'a rassuré. Alors c'était un homme d'affaires, hein, c'était un mec qui avait une entreprise, rien à voir, hein, il était fier de dire, il installait des systèmes de sécurité dans les hôpitaux et les grandes tours. D'accord. Et il était très fier de me dire que son entreprise avait installé les systèmes de sécurité dans les ascenseurs de la Skytree. Skytree, c'est la plus haute tour du Japon. Ouais. Bon, bref. Et donc voilà, avec cette idée acquis, on a fait pas mal de soirées fromage avec du vin, etc. Et donc ça c'est bien sympa, mais il fallait gagner sa croûte. Ouais. Et donc du coup j'ai cherché du travail et puis j'ai écrit sur Facebook à la patronne de la fromagerie la plus prestigieuse du Japon parce qu'elle servait tous les restos étoilés, elle avait des boutiques, etc. Et très gentille, elle m'a répondu, elle me disait bah, écoutez, venez tel jour, telle heure et on verra ce qu'on peut faire. Et je dis ok. Bah, en anglais parfait. tout ça. Ouais, en anglais, ouais. Au début en anglais. En anglais, c'est important de le dire, mais donc quand je suis arrivé, c'était 3 semaines après mon arrivée. Pendant ces 3 semaines, matin, midi et soir, j'ai jamais été autant assidu dans une discipline que j'ai appris le japonais en 3 semaines, en gros. C'est vrai. Bon, après, j'exagère, évidemment, parce que je savais pas parler japonais en 3 semaines, mais je savais lire. T'avais des notions, en fait. J'avais appris tous les hiragana et les katakana, qui sont les sigles, les idéogrammes plus faciles à retenir, il y en a une centaine. Et je savais me présenter, etc. Et en fait, quand donc j'avais ce rendez-vous, le jour J, c'était en 2012, hein, il n'y avait pas les smartphones, etc. Il n'y avait pas Google Maps, ou alors je ne savais pas m'en servir. Et, enfin, voilà. Je me souviens, j'ai encore des téléphones à clapper. Et
Et donc j'ai été lâché dans la jungle tokyoïde pour la première fois. J'avais 23 piges et là, j'avais appris le parcours par cœur. La T'avais carte, travaillé. ouais, j'avais appris la carte et tout. Enfin, vraiment pour pas me paumer, quoi, parce que je me dis, j'avais un peu peur à l'époque. Bon, et j'avais appris tout par cœur et aussi ma présentation. C'est-à-dire que quand je suis arrivé donc pour cet entretien, j'ai été reçu par 8 japonaises. 8 8. face à toi? 8, ouais. Une table en U et j'étais au milieu et elle dit ben, on t'écoute. Waouh. Et là, et alors là, fier, j'ai appris un texte, mais il était le genre, un texte genre, quand tu parles 2 minutes, ça commence Oui. à faire quoi. Et j'avais tout appris en japonais. Waouh. Et jusqu'à la fin où je dis, ben, excusez-moi, je vais maintenant parler en anglais parce que tout ce que je viens de dire, je l'ai appris par cœur. Oui, t'avais été honnête et totalement J'étais transparent. honnête, voilà. Et puis après, voyant ma bonne volonté, elles ont été, on va dire, très séduites de ça. Et j'ai été pris. Et ce qui est quand même assez fou parce que quand on sait la difficulté que c'est que de trouver un boulot au Japon, dans son domaine, c'est c'est pas mal quand même. Sans parler le japonais, j'étais quand même un petit peu fier. T'avais bien travaillé ton sujet J'avais aussi. bien bossé et voilà. Et puis j'ai bossé pendant un an là et bon après c'est là que les étoiles se sont un peu dispersées parce que c'est bien beau ça, mais après la réalité des choses, bah, c'est la vie quoi. C'est payer ses factures. Parce qu'il faut le rappeler, la vie est très chère quand même aussi. La vie est chère, Mm. je gagnais vraiment rien, malgré que j'ai été pris, je restais le gaijin. Le gaijin, c'est l'étranger, c'est-à-dire qu'au Japon, bah, physiquement, on le porte sur soi, quoi. On n'est pas japonais, donc on peut pas, voilà, On peut pas tricher. on peut pas tricher. Et c'était vraiment très, ouais, c'était une année très formatrice, mais dure aussi parce que tout doit être réévalué. Je sais pas comment dire. Ouvrir une porte, c'est différent, quoi, là-bas. Oui, pour le coup, c'est culturellement, tout est carré- différent. tout est différent. Et en fait, je me suis vu à 22, 23 ans avec les capacités d'un enfant de 3 ans, c'est-à-dire que je savais à peine parler, je comprenais à peine ce qu'on me disait, et je dépendais des adultes, tout le temps. Et tout le temps, c'est-à-dire pour aller payer mes factures, pour aller ouvrir mon compte en banque, pour aller ouvrir pour prendre une carte SIM, enfin, au Oui, tout début, quand tu débarques là, oui, c'était un sacré pari quand même. c'était chaud. Et en fait, ça m'a un peu ça m'a un peu bouffé de l'intérieur de toujours me voir un peu, genre comme un peu le boulet. Et c'est vrai que malgré que tous les efforts que je mettais, enfin, Ouais, que tu déployais en que je fait. déployais, voilà, c'était toujours ce sentiment de se sentir un peu, ouais, bon, il est sympa le français, mais voilà, quoi, à un moment donné. Il est pas japonais, il parle pas japonais, il comprend rien. Dès qu'il y a un courrier qui tombe, il sait pas le lire. Enfin, c'est un peu, c'est long. Et puis un an, j'ai eu beau apprendre le japonais matin, midi et soir, ça a pas suffi quoi. Ouais, Donc c'est une langue très compliquée. Enfin, à lire et à écrire, écrire. oui. Mais à parler, ça va. Encore ça, c'est pas trop compliqué. Mais à lire, à écrire, c'est juste là, un enfer quoi. Donc voilà, j'ai fait une année donc au Japon et j'ai passé mon temps à couper du fromage, à le soigner de manière très très unique, dans le sens où un fromage quand il traverse la frontière là-bas, il a déjà pris x2 en prix, en plus des douanes, du transport. Bref, un fromage devient un produit presque luxueux là-bas. Ouais. Et donc du coup, le traitement qui lui est accordé est très minutieux. Et en fait, les outils qu'on te donne là-bas quand tu rentres dans la fromagerie, c'est une pince à épiler, un cutter et un petit stylo très fin pour écrire les kanji là, sur les fromages. Et donc du coup, le périple a été celui-ci de faire de la découpe matin, midi et soir dans une cheese cutting room, avec Ouais. l'accent japonais, avec une charlotte, des gants, un masque. Tiens, le masque, je l'ai découvert avant tout le monde, hein, parce qu'on le portait tous les jours là-bas. Là-bas. Ouais. Et ça a été quand même assez, ouais, Assez rude. assez rude. Après, c'est pas non plus, comment dire, mais c'est pas très gratifiant, quoi. Ouais. Tu passes ton temps à faire des trucs un peu, ouais, c'était un peu comme si je travaillais à l'usine, en fait, quoi. Mais par Et- contre, techniquement,
Ah oui, alors par contre, techniquement, c'est vrai que l'origami, c'est pas une légende là-bas, ça existe vraiment. Les emballages, quand tu vas dans des magasins, c'est C'est incroyable, quoi. c'est un cérémonial en fait, Ouais, c'est un hein, ouais. cérémonial, c'est l'artisanat, mais plus, quoi. Dans le sens où tout est magnifié, la moindre pomme est emballée de manière comme un bijou. Vraiment, ça c'est vrai. Et le fromage, ça c'est pareil, quoi. D'autant plus quand il est cher, tu peux pas te permettre de gaspiller ou de jeter ou de remplacer. Non, tu dois en prendre soin, mais de manière excessive. Et ça, je l'ai vraiment fait tous les jours, couper des morceaux de comté par 100 grammes, que tu emballes avec un petit papier cristal, avec du scotch comme un paquet cadeau, et qu'une fois que tu penses l'avoir bien fait, tu montes ça à Suzuki-san, elle s'appelait là, la maîtresse de maison, une japonaise d'1 m 45 qui hurlait et qui était vraiment ça, hein, et qui était très rigoureuse et qui te dit non, non, tu vas refaire, tu vas refaire, tu vas refaire. Et ça, j'ai fait ça pendant un an et c'est vrai que, ouais, quand je suis revenu après de cette expérience, mes 10 doigts, ils avaient, voilà, ils avaient. Tu sentais que quand même, en termes de Ouais. Ah dextérité et oui, oui, bah, de technique, t'avais progressé quand et tu t'avais... fais ça du matin au soir sans arrêt avec des centaines, voire des milliers de morceaux de fromage, ouais, c'est formateur. Là, pour le coup, c'est très formateur. Et donc j'ai fait ça pendant un an. Après j'ai participé à des ouvertures de fromagerie. C'était très intéressant. Mais voilà, je sentais qu'au bout d'un an j'étais quand même pas trop à ma place. Ouais. Et même, enfin, personnellement, hein, je me sentais pas à ma place. Après il y en a qui trouvent. Elle voulait même donner un visa à travail. Ah oui, donc ils étaient prêts en Ils fait étaient prêts à... à me garder, quoi. Ouais. Et mais non, j'ai pas tenu. Et puis surtout, je me suis vu avec du recul. Ouais, j'ai certains projets, mais un fromager français qui a jamais travaillé en France, je me sentais encore un peu en manque de Légit... quelque chose. Ouais, Ouais, de légitimité et Ouais. de quelque chose. Et donc, du coup, je suis rentré en France. Voilà, j'étais un petit peu chamboulé par toutes ces expériences, parce que c'était assez déroutant, hein, la vie à l'étranger, au Japon. Je me souviendrai toujours du moment où je suis revenu en France. Le premier truc que j'ai fait, c'est que j'ai raconté ma vie au taxi, quoi. J'ai dit, T'avais besoin de ouais, ah, parler mais ouais, à parce que un Européen. c'était impossible à faire. Déjà en anglais, je suis à l'aise, mais c'est pas aussi fluide que de le faire dans ta langue natale. Et alors le japonais, encore moins. Et alors le japonais, même si tu parles japonais couramment, te confier Ouais. à un japonais, non, ça se fait pas. Ils appellent ça là-bas le honne tatemae. C'est la différence entre ce que tu représentes vraiment pour la société et ce que tu représentes vraiment pour toi. Et en gros, tu dois jamais. L'intime doit pas être Ouais, divulgué en public en fait, c'est un peu ouais, ça? il y a une différence entre ce que tu penses et ce que tu dis, en gros. C'est ça, au Japon. Et D'accord, ça, c'est le honne tatemae. Je sais plus exactement là, mais c'est grosso modo, c'est ça. d'accord. Et voilà, le pays Japon prévaut avant tout. En fait, c'est l'inverse de la France. La France, c'est l'individualisme à outrance. Là-bas, c'est le communautarisme à outrance. C'est-à-dire que c'est ça, c'est le Ouais, ouais, communautarisme. ouais. C'est-à-dire que c'est la société en premier, quoi. Le client n'est pas un roi au Japon, le client est Dieu. Ils disent ça comme Mm. ça. Ah oui. Donc c'est une approche C'est une complètement approche différente. complètement différente. En France, quand tu t'exprimes, ou genre si tu dois péter un câble, entre guillemets, tu exploses. Là-bas, tu ne t'exprimes pas C'est et, tout en retenue et en tu fait. imploses. Ouais, Mais vraiment, ouais. c'est tout un. Au bout d'un moment, quand t'es latin, c'est sympa, mais je veux dire, même j'en connais comment dire, des Français qui ont vécu là-bas beaucoup d'années, bah, ils sont quand même revenus. Parce qu'il y a toujours une limite. Tu peux avoir fait 5, 10, 15, 20 ans, tu seras toujours le gaijin. Toujours, toujours, toujours. Ils le disent, même ceux qui ont encore. Voilà, il faut l'accepter, il faut aussi c'est Oui, pas fait pour tout le monde, hein, oui, tout oui, tout à simplement. fait. Et toi, t'étais allé au bout de ce que tu avais à vivre là-bas et en fait, t'avais besoin de rentrer en Europe et en France. Voilà, et donc du coup, quand je suis rentré, j'ai raconté ma vie au taxi en lui disant que ça faisait un an que j'avais pas parlé, quoi, en gros. Même quand on le fait via Skype, c'est sympa, mais C'est pas Skype, pareil. c'est pas pareil, quoi. Mm. Et donc voilà, je suis rentré, et puis je suis donc revenu quelques mois bah, ici, dans le sud-ouest, chez moi à la maison.
Et j'ai fait quelques mois à Bordeaux chez un fromager parce que c'était le plus proche et que je voulais quand même travailler en revenant du Japon. Et puis ça s'est fait que je suis pas resté. Et puis il y en avait qu'un chez qui je voulais travailler en suivant de mon expérience à Tokyo. C'était un MOF à Paris, Laurent Dubois. Et pareil, en fait, à chaque fois j'ai toqué aux portes. Tu y allais un peu au culot? Toujours au culot. Et Ouais. je me souviens d'ailleurs, l'entretien à Paris en question, ça s'est fait que j'ai appelé, j'ai dit bonjour, voilà, je souhaiterais travailler pour vous. Il dit, ouais, et puis, ouais, envoyer un CV, machin. Je dis, non, non, attendez. Je vais vous raconter, vous avez le temps? Oui, pas trop. Il était pas trop. Et en gros, il me dit, mais vous êtes où? Je suis à Bordeaux. Et je dis, on pourrait se rencontrer. Il me dit, ouais, vous êtes disponible quand? Mais il me dit, vous, quand est-ce que vous pouvez venir? Je dis, bah demain. Ok, demain. On peut faire un jour d'essai? Oui, ok. Et puis le lendemain, T'as pris le train? j'ai pris le train et je suis monté à Paris et j'ai fait mon jour d'essai. Et bah voilà, le mec il voyait que j'étais quand même motivé quoi, parce que j'ai pas, T'as pas tergiversé j'ai pas très longtemps? tergiversé. Le lendemain j'étais là, en arrivant de Bordeaux, je fais l'aller-retour et je lui ai fait voilà. Et puis bon voilà, il a vite vu que j'étais pas, que j'étais du métier, que j'étais sérieux et que voilà, Et que t'avais envie? et que j'avais envie, voilà. Et donc le mec en question était ravi et m'a embauché, voilà. Donc là, t'as démarré ta carrière de fromager à Paris. Voilà, donc moi j'ai été ravi de faire cette expérience chez lui parce que c'était et ça reste un très très grand fromager, crémé fromager pour moi, hein. Quelqu'un qui prend soin de ses produits, qui les retravaille, qui a des boutiques vraiment magnifiques. Enfin vraiment c'était l'aboutissement pour moi de ma carrière. J'ai travaillé donc 3 ans et demi chez lui, un peu moins de 4 ans je crois, je sais plus. Oui c'est ça, ouais. Et j'ai fini en passant le concours du meilleur fromager mondial. Ce qui est pas rien quand même. Oui, oui, après c'est des concours, je les ai tous passés et au final, comme je dis, j'en ai gagné aucun, hein. J'ai toujours... Oui, mais bon, t'as quand même un beau palmarès. Oui, j'ai fini second sur ma seule participation. C'était en quelle année? En 2017. Donc t'es vice-champion du monde. Voilà, enfin c'est ce qui en ressort. Et, C'est pas rien. Oui, oui, après moi je dis toujours, les concours... il y a ceux qui pensent que ce sont les concours qui font les gens et il y a ceux qui pensent que ce sont les gens qui font les concours. Et les titres, pardon, les titres. C'est plutôt, on remplace concours par titre. Les titres font les hommes ou ce sont les hommes qui font les titres. Moi, je pense que c'est plutôt le second truc. Voilà. Parce que j'ai travaillé tellement avec de profils différents, de fromagers brillantissimes qui n'ont pas l'ombre d'une médaille et qui, selon moi, les mériteraient toutes. Bien sûr. Et inversement, j'ai vu des fromagers qui, bon, voilà, sans les nommer, voilà, ils sont juste des bêtes de concours, quoi. Et ils gagnent le concours, ils sont titrés. Très bien, quand bien leur face, c'est bien, mais je pense pas que ce soit forcément la représentativité absolue de ce qui se fait de mieux dans quelque domaine que ce soit. C'est pas une fin en soi pour Non, toi les concours, clairement. Non, ni les concours, ni les championnats, ni les... Voilà, pour ceux qui suivent le rugby, est-ce que l'équipe de rugby d'Afrique du Sud est la meilleure du monde? Je me permets de douter. Tu vas relancer un débat là. Je me permets juste de douter. Voilà. Mais pourtant, ce sont eux les champions du monde. Donc voilà, les concours, je mets toujours ça en perspective. Ce sont de beaux labels, c'est bien, c'est très bien. Mais c'est clairement pas ça qui me définit pour moi dans mon quotidien. Loin de là. J'en reviens. C'est vrai qu'autrefois j'avais des yeux un petit peu plus jeunes sur ces concours. C'est l'expérience, ça maintenant. Oui, c'est l'expérience. Je le vois, c'est pas non plus une fin en soi, bien au contraire. Et c'est parfois, et ça sert et parfois ça dessert. Ouais. Depuis que j'ai ouvert du coup, donc après voilà, pour revenir dans l'ordre. Donc 2017, tu gagnes ce concours. Je passe ce concours, je finis second. Ouais. Et à cette époque-là, j'étais toujours à Paris et le choix était de soit je reste à Paris et il y avait un projet justement à l'époque d'ouvrir un restaurant avec ce MOF en question et de travailler pour lui, etc. Ou moi personnellement, je me sers aussi de mon titre, parce que mine de rien, certes, c'est pas gagnant, mais vice, c'est quand même pas rien, enfin bref. Et du coup, je me dis, je vais prendre le risque de partir et d'utiliser ce titre. Et donc, du coup, j'ai fait ce choix-là, je suis parti.
Et j'ai voulu voir un dernier marché qui était le marché luxembourgeois. Et j'ai D'accord. travaillé au Luxembourg après ça. Parce que le marché du Luxembourg, c'est un marché particulier? Bah, le marché du Luxembourg, il y a les Oui. luxembourgeois, quoi. Et c'est les luxembourgeois, en fait, ils ont un pouvoir d'achat, Ouais. mais il leur manque un truc cruel, pardon s'ils m'écoutent, mais c'est un palais, quoi. Parce que pour eux, bien manger, c'était aller au champ, quoi. Pourquoi pas, hein, on peut très bien manger, mais quand même, les petits artisans je parle mais des boulangers, des chocolatiers, des bouchers charcutiers, c'est quand même eux, je pense, qui quand même peuvent avoir accès aux meilleurs produits parce qu'ils payent, c'est eux qui payent le mieux les producteurs. Et donc voilà, moi je continue à penser ça. Et ben non, au Luxembourg, c'était pas ça. Donc, et puis la fromagerie pour laquelle j'ai travaillé, catastrophe, je vais pas la nommer, mais Mm. c'était franchement pas du tout, En phase avec pas, toi, ouais, tes absolument valeurs. pas. Enfin, bref, je vais pas aller plus loin, c'était une cata et je suis resté, j'ai fait un Noël et je suis parti parce que c'était une catastrophe. Je suis parti et je suis donc revenu en terrain conquis, je suis rentré à la maison, quoi, Dans le sud-ouest. dans le sud-ouest, et c'est là que j'ai réfléchi à ouvrir ma boutique avec le concept particulier de regrouper toutes mes expériences japonaises, anglaises, parisiennes, bordelaises, même luxembourgeois. En gros, ce qui est bien dans les expériences négatives, c'est qu'on voit ce qu'il faut vraiment pas faire, quoi. Ouais, mais on en tire toujours du Voilà. positif aussi, quoi. Donc voilà, et j'ai pris quelques mois pour me poser, pour voir ce qui pouvait être fait. J'ai choisi le local et j'ai ouvert ma première boutique en 2018, fin 2018 à Bayonne. Et avec un but précis, c'était de présenter le fromage de manière franco-japonaise et avec mes méthodes et tout ce que j'ai appris. Donc j'ai ouvert ma boutique à Bayonne en décembre 2018, Juste avant les fêtes? juste avant les fêtes. Ah oui, moi j'ai le chic d'ouvrir mes boutiques. La première c'était le 22 décembre et la deuxième c'était le 15 décembre. Ah Voilà. oui, c'est En chaud. plein dans le jus. Mais de toute façon, c'est ça où je me loupe l'année parce que si je le fais, j'ouvre après, bah, Bien j'ai sûr. perdu la période des fêtes. Donc voilà. Et donc j'ai ouvert en 2018. Tout ça, c'était le monde d'avant, 2018. Oui, Hey, le oui. monde d'avant ou encore. Bref. Et donc du coup, j'ai ouvert. Ça s'est très bien passé. T'étais tout seul pour... Oui, au Ouais, début tout ouais, seul. sur cette boutique? Ouais, ouais, au début tout seul. À pas me payer normalement, enfin, normal quoi, pour se faire une petite trésor et voir comment les choses évoluent. Le fait est que 2019, fin 2019, c'est le début de notre cher ami Covid et qui nous a tous confinés, qui nous a tous fait chambouler et chambouler pour nous artisans de bouche aussi. Donc, mais dans le sens où on a ramassé les miettes des restos fermés, nous. Mm. Donc les bouchers, charcutiers, tout le monde, on s'est fait rouler dessus, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'on a énormément travaillé. Et en fait, moi, comme tout le monde, j'ai profité de cette vague Covid et on a travaillé énormément de 2019 à 2021. Et depuis que tout est un petit peu rentré dans l'ordre, les choses se tassent, se stabilisent. Et puis bon, voilà, je pense que c'est un secret pour personne. On est quoi? On est en septembre 2024. Bon, le portefeuille, il est un peu léger en ce Bien moment. sûr, Je ouais. pense que c'est pour beaucoup de monde le cas. Mais ça m'a pas empêché d'ouvrir une seconde boutique Là où on est aujourd'hui. là où on est aujourd'hui, à Saint-Martin-de-Seignans. Et me voilà. Alors, tu l'as évoqué un petit peu rapidement tout à l'heure quand tu parlais de l'ouverture de cette première boutique dans laquelle tu avais voulu mettre toutes tes expériences et notamment l'expérience japonaise. Mais si tu devais expliquer un petit peu plus en détail ta façon de travailler et notamment tu as des choses particulières que tu mets en avant et qui font un peu écho avec ton expérience japonaise. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu tout ça? Moi, ce qui m'a beaucoup marqué au Japon, c'est le côté esthétique, présentation de l'alimentation en général. Quand tu vas dans un supermarché, les stands sont. Alors, on a des très beaux supermarchés en France aussi. C'est pas pour le coup, on est très fort aussi. Mais quand tu vas chez un
pâtissier, surtout un restaurant au Japon, hein, la bouffe est présentée de manière très esthétique. Les plateaux de sushi, les sushis. Et en fait, moi je trouve que la présentation produit en fromagerie, c'est ce qui manquait et ce qui manque encore, je trouve, beaucoup. C'est-à-dire que les fromageries, quand tu les regardes, ben, elles sont ce qu'elles sont. Elles sont tenues par des gens, dans la plupart, hein, pas tous. Il y en a qui aiment tenir leur boutique de manière très, j'ai envie de dire, rigoureuse, très soignée, etc. Mais la plupart des fromagers, ils ont un stand, ils exposent leur fromage. C'est appétissant parce que, voilà. Mais ça manque je trouve, d'esthétisme, de soin et De mise en scène. de mise en scène, voilà. Et donc du coup, moi j'ai voulu, surtout parce qu'à Paris, la fromagerie pour laquelle j'ai travaillé était très dans cette mise en scène. J'ai vraiment trouvé ça magnifique. En gros, d'exposer le fromage comme une petite pièce de musée, parce que vraiment, le fromage, hormis le goût, c'est aussi une histoire. C'est une mise en valeur des producteurs et Oui, c'est ça aussi. ce sont des producteurs, et c'est vraiment, je trouve qu'il faut respecter le produit à la hauteur de son histoire. Et donc, du coup, j'ai voulu faire ça dans mes vitrines. Donc, j'ai imaginé des vitrines dans lesquelles on verrait le fromage comme une pièce de musée. Et donc, j'ai, avec l'aide de menuisiers et frigoristes pendant 9 mois, quoi, dessiné des vitrines, imaginé des vitrines pour que le fromage soit mis en avant, Il soit sublimé. sublimé, qu'il soit beau et qu'il soit appétissant. Et donc, j'ai voulu faire ça avec des vitrines, cette fois-ci fermées. J'ai toujours travaillé avec des ventes, on appelle ça soit la vente avant, quand en gros, tu marches avec les clients au milieu de la boutique, ou Ouais. arrière, le comptoir de marché en gros. Et moi, j'ai toujours voulu avoir la vente avant avec le client, pour être au contact du client, pour que quand le client regarde le fromage, eh ben, je sois derrière lui et qu'il n'y ait pas quelqu'un qui les regarde, comme c'est le cas dans des halles ou dans des marchés où ils sont là, regardent le fromage et toi tu es devant et tu les regardes. Non, voilà, je voulais donc une vente avant avec des vitrines fermées, parce que je trouve que c'est plus propre, plus... Alors, il y a aussi plus écologique, hein, parce qu'une vitrine Bien fermée sûr. ou ouverte, la facture d'électricité, c'est pas la Oui. même. Donc ça, c'était aussi un Un choix, aspect, ouais. un aspect. Et que chaque fromage, en fait, dans mes vitrines, est son support. C'est-à-dire que moi, ce que je voyais pas mal en fromagerie, c'est toujours le cas, c'est que quand tu vas chez un fromager, voilà, sa vitrine, c'est donc les ventes arrière, ce sont des vitrines longues dans lesquelles les fromages sont, je ne vais pas dire entassés, mais ouais, ils se touchent tous. Mis côte à côte, Ils sont oui. mis côte à côte et il y a moyen à ce que le fromage puisse parfois être endommagé, parfois mal filmé, le froid de ces vitrines étant tous les mêmes, c'est-à-dire quand même ventilé, ça fait sécher pas mal les fromages, etc. etc. Donc c'est des petits détails que j'ai voulu régler en faisant des vitrines comme ça, pour que le fromage soit toujours beau, bon, appétissant, qu'il soit pas, j'allais pas dire contaminé, parce que malgré que tu peux toucher deux chèvres entre eux, qu'ils soient pas, voilà, mais quand même, je voulais que chaque fromage ait son support, que tout soit de manière amovible, que je puisse m'amuser à, parce que c'est ça aussi, c'est s'amuser au travail, je voulais quand même m'amuser, hein, voilà. C'est un point Ouais, ouais, important. c'est très important. Moi, je vis pas le travail comme comme sa définition pure de labeur, quoi. Mhm. Non, non, je voulais aussi pouvoir être créatif et m'amuser, voilà, Et à c'est ce que tu as disposer. réussi à faire. Et ce que j'ai réussi à faire avec des vitrines qu'on a faites donc avec des menuisiers, avec des plans qui nous sont propres et qui mettent en scène le fromage comme vraiment, moi, je l'ai jamais vu dans des vitrines. Je parle bien. Oui, oui, tout Après, à je fait. parle pas d'affinage, etc. Il y a franchement des fromagers qui font beaucoup mieux que moi, ça, j'en suis complètement conscient. Mais en termes de présentation vitrine, moi, j'aime beaucoup ce que je fais. Voilà, c'est très, C'est important déjà. c'est important. Et et à l'heure actuelle, j'ai pas vu d'autres vitrines aussi abouties en termes de présentation. Et ça, j'en suis très content. Donc voilà, c'est ce que j'ai voulu faire dans mes boutiques. Ça plaît, alors ça plaît, et parfois ça effraie, parce qu'il y a des gens qui, beaucoup, du moins ma boutique à Bayonne, m'ont dit, après, ça fait 6 ans,
Oh, on n'a jamais voulu rentrer, on a eu peur. Je dis, mais non, pas Au avoir peur. contraire. Parfois, ça impressionne. Mais après, voilà, moi, j'ai toujours dit que je suis très rigoureux, très strict avec mes fromages. Mais avec ma clientèle, je suis très décontracté. Vraiment, au contraire, et je trouve que c'est ça On en revient à ce que tu disais au début. C'est cette histoire en fait qui se crée autour du produit. C'était ton point de départ dans ta démarche en fait. Ouais, On met ouais. quelque chose sur la table et il se passe une réaction, il y a une discussion. C'est un peu ça que tu as voulu recréer aussi. Ouais, voilà, c'est ça, et attirer l'œil, parce que c'est vrai qu'à Bayonne, c'est une zone piétonne, donc les gens passent bah, à pied, donc ils ont le temps de regarder. Et c'est vrai que j'ai rarement eu autant entendu de compliments de la part des gens, c'est-à-dire quand ils passent devant les vitrines, ils sont oh, waouh, c'est magnifique. Ça fait vachement plaisir, quoi. Bien sûr. Et d'ailleurs, ça, c'est la réalité et le quotidien qui est pas tout le temps décrit de la sorte sur Internet, en gros. Voilà, bon. Et donc, ouais, les vitrines sont une pièce maîtresse de mes boutiques. Et après, moi, c'est le soin. Bah, j'ai continué à perpétuer mes déformations professionnelles, c'est-à-dire à emballer de manière très rigoureuse, très carrée, à la japonaise, quoi. Tu bats des records d'ailleurs en termes de Je sais pas temps si, d'emballage. je sais pas si c'est un record, mais c'est vrai que je me suis chauffé sur les réseaux sociaux, ouais, parce que c'est vrai qu'après les boutiques, j'ai essayé de me positionner sur les réseaux sociaux et du fait, mais voilà ce que a apporté le Covid également. Cette période-là, on a beaucoup travaillé, donc forcément, quand on travaille beaucoup, on gagne plus d'argent. Et de cet argent, je l'ai investi dans du matériel, en fait, du matériel audiovisuel. Donc j'ai investi dans des formations pour apprendre à monter des vidéos, à bien cadrer les lumières, etc., etc. J'ai investi dans du matériel, des lampes, des éclairages, des micros, des caméras. Et en fait, je suis revenu à mes premières passions. Tu arrives Voilà. à allier tes deux passions en Ouais. fait pour sublimer en fait le fromage. Exactement. Et donc du coup, j'ai investi dans tout ça. Et puis, je me suis investi sur les réseaux sociaux. Et vu que je suis assez spontané dans ma manière de parler, etc., et bien, j'ai pris le pli de faire la même chose sur mes Instagram surtout. Et c'est vrai que depuis 2019 que j'ai vraiment creusé le compte Instagram, au fil des années, je suis devenu ouais, un compte fromage assez suivi en France et même dans le monde, parce qu'il y a des gens qui, franchement, un jour, ça j'ai pas cru, mais c'est vrai, ils m'ont pas menti, quoi. Et ils m'ont dit, on vient spécialement de Beyrouth C'est vrai. pour vous voir, parce qu'on vous a découvert sur Dingue. les réseaux sociaux. C'est Je génial. dis, mais vous êtes sérieux là? Ouais, mais c'est cette vidéo, machin. Et puis en fait, de fil en aiguille, c'est vrai que les réseaux sociaux m'ont fait connaître et ont fait venir des gens dans ma boutique. Donc c'est vrai que je suis aussi connu maintenant sur les réseaux sociaux. C'est génial. Donc ça, c'est vraiment chouette. Euh, Après, ce que je dis, c'est que les réseaux sociaux, il faut savoir s'en servir. Ça, par contre, on peut avoir des milliers, des millions de vues, d'abonnés, machin, etc. Scoop, Pas vendre. ça ne fait pas vendre, ça Bien ne fait sûr. pas venir les gens sur votre boutique, enfin dans votre boutique. Et vous n'avez pas la queue matin, midi et soir. Non, non, enfin moi c'est pas le cas du moins. Je suis pas non plus des millions d'abonnés. Hein. Je suis Bon, t'as quand même des jolis scores au niveau oui, sur, de tes... sur tous mes réseaux confondus, je Ouais. suis à plus de 150 000 gens qui me suivent. C'est bien, c'est très très bien. J'en suis très content. Ça me permet d'avoir une communauté intéressante. J'ai une visibilité clairement que que tu pourrais pas avoir si tu devais investir, bien ouais, sûr. voilà, que même beaucoup de, enfin, il n'y a pas beaucoup de fromagers qui ont ça en France, du moins. Et j'en suis très content. Je suis même fier. Oui, oui, je suis Bah, content. Oui. c'est aussi le résultat de tout le travail et de la rigueur aussi que tu mets dans tes créations vidéo parce que c'est un point commun ça dans ton travail et dans ton Bah, travail de fromager et dans ton travail de vidéaste aussi puisque Bah ouais, parce qu'en fromagerie, alors j'ai parlé de mes vitrines, mais j'ai pas parlé des fromages en ouais, question. on va en parler hein. Et les fromages en question, c'est vrai que je fais très attention à où je les prends. J'essaie de travailler, du moins en local, que avec du petit producteur, du fermier, du lait cru, parce que pour moi,
Si je dois définir la qualité du fromage, bah, c'est d'abord un fromage fait avec du lait cru, ensuite fait avec une petite exploitation. Cette exploitation, ensuite, elle est faite avec un producteur qui est consciencieux de l'environnement, de ce qu'il donne à manger à ses animaux, de comment il les traite, de comment il les soigne. Et ensuite vient le produit final. Le produit final qui peut avoir tel ou tel goût en fonction de comment il est fabriqué, comment il est affiné et ensuite comment il est revendu. Enfin, c'est long quand même à définir la qualité d'un produit. Bien sûr. Je mets beaucoup plus le curseur de la qualité sur, avant toute chose, comment il est fait. Avant même de parler du goût. Parce que le goût, après 15 ans de métier, et de l'avoir fait goûter à probablement des centaines de milliers de personnes différentes, je vois que d'une personne à une autre, mais les goûts sont tellement différents. Un fromage que certains ne toucheraient même pas avec un bâton, il y en a, mais ils le dévorent, quoi. Ouais. Et inversement. Vraiment, le goût, c'est surtout en fromagerie quand on travaille avec un produit, parce que le fromage, il faut aussi revenir à sa source. Qu'est-ce que c'est? C'est un produit fermenté, ça fait partie de la grande famille des produits fermentés que sont le pain, le vin, la choucroute, la sauce soja, tout ça sont le fromage, les yaourts, tout ça sont des produits fermentés. Et je sais pas pourquoi je disais ça, mais en gros, C'est des produits vivants. voilà, ce sont des produits vivants. Voilà, exactement. Ce sont des produits vivants qui changent tout le temps. Donc quand quelqu'un vient me dire en boutique, oh, on est venu il y a 2 ans, j'ai pris ce fromage. Ah bah Je oui. dis, mais attendez, mais je arrête de suite. Ce que vous avez mangé ce jour-là, le lendemain, c'était pas la même chose. Bien sûr. Et ce que vous avez goûté dans ma boutique, le lendemain chez vous, ce ne sera pas la même chose. Parce qu'il y a l'hygrométrie. Il y a tout. l'hygrométrie, la température à laquelle tu le dégustes. Pour moi, je trouve ça, c'est comme donner des médailles à un produit. Euh, en fromagerie, donner une médaille à un produit parce qu'on l'a goûté tel jour, je trouve ça tellement bah, biaisé. Parce qu'un produit aussi vivant que le fromage changera tout le temps. Bien Donc sûr. voilà, le goût, moi, c'est quelque chose qui est certes important parce que j'ai des goûts, etc. Et donc, parlant de ces goûts, moi, ce que j'essaie de faire concernant le fromage, c'est d'apporter des choses supplémentaires au fromage. Donc, je m'amuse, encore une fois. Tu fais des créations. Je fais des créations fromagères. Et quand un fromager fait parfois 2, 3 spécialités dans l'année, moi, j'en fais une quinzaine toute l'année. Ce qui est quand même beaucoup. Hein. C'est beaucoup. C'est beaucoup de travail C'est aussi. beaucoup de travail. C'est du travail supplémentaire. C'est une gymnastique, connaître son produit, savoir le retravailler, savoir comment il réagit en fonction de ce qu'on lui ajoute. Donc c'est soit des épices, des fruits secs, des fruits confits, des poivres, des champignons. Je travaille avec des cèpes, des Ouais. truffes, etc. Et donc connaître tout ça, ça prend du temps parce que le fromage réagit différemment en fonction d'eux. Et c'est vrai que je propose aussi pas mal de créations fromagères. Et ça c'est vrai qu'avec du recul, je me rends compte que c'est ce qui plaît énormément dans mes boutiques. Et quand les gens parlent de mes fromages, ils parlent beaucoup de ça, Des créations des fromagères. créations fromagères. Parce qu'il y a des choses vraiment inédites. Je sais pas, enfin, moi, j'ai regardé dans les vitrines dont tu parlais. T'as parlé de champignons, mais il y a des choses vraiment complètement différentes. Est-ce que tu peux en citer quelques-unes que tu as en ce moment en boutique et qui sont vraiment inédites? Moi, ce sont des créations que j'ai apprises parce que ce sont un peu des recettes. Ce sont des choses que j'ai apprises chez les autres, Ouais. notamment à Paris, au Japon et Ouais. à Londres. Donc, ce sont des recettes que j'ai apprises durant mes années d'expérience. Mais il y en a que j'ai vraiment Créé toi. créé moi. Dont une que j'aime beaucoup, c'est un bleu que j'associe avec une génoise que je fais moi. Une génoise qui est c'est pas un pain d'épices parce qu'on associe beaucoup le bleu avec le pain d'épices. C'est une génoise que je fabrique moi, que j'ai eu faite avec un pâtissier à Bayonne et que je fais moi avec les épices du pain d'épices. Le bleu avec cette génoise, je trouve ça incroyable. Ça donne envie, hein? J'ai aussi fait une petite création, c'est un petit... bon, après ça se fait, ça se voit, c'est des choses qui se voient, mais je révolutionne pas non plus grand-chose. Comme j'ai toujours dit, la créativité,
Moi, j'ai toujours dit la créativité, la définition que j'aime beaucoup, c'est celle de Steve Jobs qui dit en gros, la créativité, c'est combiner des idées ensemble et qui un jour deviennent genre évidentes. Genre, lui, ça a été l'iPhone, le téléphone et l'appareil photo. Il a fait ça dans un produit et tout le monde était là, waouh, oui, mais non. Voilà. Et donc du coup moi c'est pareil quoi. Un jour j'ai goûté à Paris on faisait du fromage de chèvre avec du yuzu. Du yuzu. Bon, Ouais. très bien, c'est l'agrume L'agrume, japonais. ouais. Je trouvais que le yuzu ça avait un goût trop vitamine C. Ah ouais. Et je me suis dit ouais mais pourquoi pas essayer simplement ça avec du citron. Et en fait, oui, évidemment, ça marche très bien. C'est un agrume. C'est un agrume. Et j'avais un peu de verveine qui traînait pas loin. Pourquoi pas? Et je me suis dit, pourquoi pas? Et en fait, aujourd'hui, je fais un petit rocher de chèvre enrobé de citron confit et de verveine. Ça marche super bien. C'est un bonbon, le truc. Les gens adorent. Pareil, il y a la burrata que tout le monde connaît. Ouais. Euh, Oui, qu'il y a beaucoup. Tu vas nous en parler de la burrata. Ouais. Ah oui, burrata qui est une longue histoire chez moi. Les gens... Ah ouais, ça c'est marrant, l'histoire d'où ça vient. À Bayonne, donc j'avais une cliente qui travaille pour un autre client, et à savoir, apparemment, c'est un homme fortuné russe. Ok. Et comme tous les hommes fortunés russes, apparemment, ils ont des caprices, ce caprice en question, c'était de la burrata fumée. Là, moi, j'étais de mes expériences, je dis, je connais pas, je n'ai jamais travaillé. J'ai connu la scamorza, qui est une mozzarella fumée séchée, mais la burrata crémeuse fumée, non, j'ai jamais eu travaillé avec ça. Et c'est là que je me suis dit, mais attends, mais j'ai un artisan là, à 2 pas de chez moi, là, qui est Cédric Duplessis, qui lui fume du saumon et de la truite. Ok. Dans son atelier. Je me suis dit, mais écoute, on va essayer, on va voir si la burrata peut se fumer. Et bien, scoop, ça peut se fumer. Et donc, du coup, on a fait des essais, on a fait goûter, et on a trouvé ça très bon. On a fait goûter à ce monsieur russe, qui adorait et qui en a commandé une 20aine de souvenirs, parce que c'était son anniversaire et il volait des burrata fumées pour tout le monde. Ok. Et bien, la burrata fumée naquit, verbe naître. Et c'est devenu, pendant l'été, C'est un de truc tes. qui se vend. Mais c'est alors, j'ai jamais vendu autant de burrata de ma vie après que j'ai eu à faire cette burrata fumée. C'est rigolo. Donc je la retravaille un petit peu avec des condiments. Alors, évidemment, burrata, huile d'olive. Mais moi, je m'amuse, encore une fois. Des observations. Un jour, j'ai vu et j'ai goûté, et j'ai trouvé ça très bon, quelqu'un sortir une glace à la vanille avec un trait d'huile d'olive dessus. J'ai goûté, waouh, c'est vachement bon, quoi. Dans le palais. C'est super bon, c'est le côté rond, boisé, vanille, c'est un oreiller le truc quand tu manges, c'est vraiment, bref. Et ben, j'ai juste mis j'ai fait une huile d'olive à la vanille, quoi. J'ai gratté des gousses de vanille que j'ai mis dans une huile, et ça je le mets avec la burrata. Huile d'olive, vanille, burrata fumée. Et ça, en fait, les gens, ils sont ouverts à découvrir des saveurs complètement inédites quand tu les accueilles dans les boutiques. Oui. Et à ma grande surprise, mais j'en suis très content, c'est que les gens aiment et apprécient ça. Ils voient que le fromage, c'est pas forcément un camembert, un cantal, un bleu d'Auvergne et un Saint-Nectaire. C'est magnifique, ça. Ce que je viens de dire, c'est le fromage, c'est exceptionnel. Moi, tu me mets ça sur une planche avec un opinel et un morceau de pain, mais t'es le plus heureux du monde. Vraiment, c'est génial. Mais on peut aussi retravailler son camembert, on peut retravailler son brie, on peut s'amuser et faire des mais vraiment. Des découvertes. Et je continue à le faire. Le problème en fromagerie, et ce qui est difficile, c'est que un fromage, un ingrédient, ça se fait sur des plateaux. Mais un fromage, un ingrédient à rendre vendable dans une vitrine, dans une boutique, c'est une autre histoire. Parce que le fromage est un produit vivant. Et par exemple, j'ai fait des essais avec des confitures, des confits, des pâtes de fruits. Oui, ça c'est vu et revu. Mais un fromage, nous en fromagerie, c'est pas comme la pâtisserie où en gros, quand tu as des inserts, tu les congèles, tu les gardes, tu les ressors. Bon,
nous, il faut que ça dure quelques jours dans nos vitrines. Bien sûr. Et en fait, au contact de certains ingrédients, le fromage fait tourner, par exemple, la pâte de fruits ou le fruit en question. Et il fermente, en fait. Ouais, c'est Et de la chimie après. c'est de la chimie, ouais. Et du coup, le truc ne se garde pas forcément bien. Et j'ai plein d'idées de recettes, j'ai plein de goûts, d'associations, comme un comté à l'olive. L'olive noire avec toujours cette vanille, justement, sur un comté, un truc qui a 12-16 mois, pas trop vieux. Oh là là, mais que c'est bon! Et donc, du coup, voilà, il y a plein de choses à faire, plein de choses à explorer. Là, encore une fois, je suis donc revenu en France, donc ici depuis 2018. Mon épouse est russe. Ouais. Elle est donc de Russie et lors d'un voyage, quand on était mariés, enfin on est toujours mariés, hein, elle avait donc fait une escale à Saint-Pétersbourg et là elle rentre dans une boutique et elle trouve un pot de confiture avec des pommes de pin à l'intérieur. Et là elle m'envoie une photo parce qu'elle sait que je suis vachement curieux. Elle m'envoie une photo et elle me dit t'en veux? Je dis mais bien sûr je veux goûter ça, c'est quoi ce truc quoi? Parce qu'il y avait vraiment un pot avec comme dans du miel et des pommes de pin à l'intérieur. Je dis mais c'est quoi ce truc? Ça doit être, ça se mange au moins ou c'est juste pour... Parce que le pot il était rempli de pommes de pin. Et elle ramène ça, on goûte. Oh, le truc. C'est vrai. Mais bon, en fait, t'as l'impression de manger de l'eucalyptus, du pain et ce côté mentholé. T'as l'impression de rentrer dans un hammam, tu vois, les hammams où ça Je sent vois la bien. menthe et l'eucalyptus comme ça, mais de manière hyper gourmande comme un miel. J'avais jamais goûté ça de ma vie. Incroyable. Et de suite, le côté mentholé, eucalyptus, bois, bam, avec un fromage que j'ai dans mes vitrines, j'ai goûté. C'est une tuerie. C'est une évidence le truc en fait. C'est même pas que c'est une évidence. C'est un truc qui marche super bien avec ce produit. Et donc j'ai associé ça. Et en fait, ce sont des pommes de pin qui viennent de Sibérie avec un arbre qui vient, c'est le pin sibérien, enfin de Sibérie. Parce que du coup, tu as dû remonter la trace de ce produit pour en savoir plus. oui, ouais, et puis évidemment. pour te fournir. Et ce truc-là, j'ai fait donc découvrir ça pour le Noël dernier dans mes 2 boutiques à mes clients. Mais ils sont tous revenus en me disant mais c'est quoi ce truc quoi? Et en fait c'est ça. Moi j'aime beaucoup faire découvrir de nouvelles choses, de nouvelles associations, des trucs qui sont pas révolutionnaires. C'est pas comme la grande cuisine, on en associe l'épice, le poivre, le sel, le ci, le ça, machin. Au final il y a 35 ingrédients dans l'assiette. Non, moi c'est simple, c'est un fromage, un ingrédient. Alors il est certes l'ingrédient parfois il est un peu retravaillé, Bien sûr. voilà. Et voilà, et j'aime bien faire découvrir ça aux gens. Et je le dis, c'est illimité. Il me reste encore 1000 choses à découvrir. Et ça, c'est génial, quoi. Et voilà. Et donc ça, c'est vrai que dans mes boutiques, dans mon approche du fromage, je travaille déjà avec des bons produits, comme j'ai dit, au maximum fermier, au maximum lait cru, de petite production, bien fait dans tout le sens du terme, avec des goûts que j'estime être bons. Et ensuite, j'essaie de le retravailler. Alors, je retravaille pas tout. J'ai entre 80 et 100 fromages à l'année. Je retravaille une quinzaine. Oui, Voilà. ce qui est déjà un bon ratio. Qui est déjà pas mal. Et voilà, c'est ce qui fait aussi un peu ma marque. Ta marque de fabrique. Ma marque de fabrique et ce qui fait que les gens reviennent parce que en fait je suis l'un des seuls à le faire donc pour l'instant. Après je me dis, comme je dis, après en fromagerie c'est très... le milieu de la fromagerie est assez, on en parlait un peu avant, Ouais. un peu old school je trouve. Mm. Et Oui, c'est pas très rock'n'roll comme ça quand on y regarde. ouais, c'est... Autant la pâtisserie et comme tu disais la cuisine en fait Ouais. se sont beaucoup modernisés, ont été médiatisés et du coup ça a mis vraiment un coup de jeune sur ces métiers-là. Autant c'est vrai que les fromagers. Eh ben sont- voilà, c'est exactement ça. Et moi, je m'inspire de la pâtisserie, vraiment. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Tu parlais d'insert, D'insert, de ouais. génoise que Ouais, tu avais. ouais, absolument. J'ai travaillé avec un pâtissier pour ça, Guillaume Vella, à Bayonne. Et moi, un pâtissier que j'adore, c'est Christophe Michalak. Ouais. Ce gars, alors, je l'apprécie. Et je l'apprécie, mais j'ai jamais goûté un de ses gâteaux. C'est vrai. Moi oui. Voilà. Mais je l'apprécie parce que visuellement, je trouve qu'il il apporte quelque chose de
bah lui, oui, il a pâtisserie rock'n'roll. C'est ça. C'est ça, comme il dit. Ouais. Il apporte des choses un peu visuellement attractives. Et puis le mec en lui-même, je sais pas, il m'inspire. Je trouve ce mec vraiment. J'ai l'impression que c'est un mec super. Voilà. Bon. Ouais. Et donc je m'inspire aussi de ce mec-là. Et donc du coup, la pâtisserie, la cuisine, c'est des métiers qui ont vachement évolué. Et la fromagerie, ben, on est encore un peu dans Un peu moins rapidement. un peu moins rapidement. Et surtout, mais j'ai l'impression que beaucoup de fromagers, ça leur... Je sais pas pourquoi, mais moi le premier, avant d'arriver à Paris, donc où quand même les fromagers sont quand même plus créatifs, c'était un peu le truc, ouais, on touche pas au fromage, on met pas de noisettes. Non, non, le fromage, C'est un peu français, ça, peut-être, comme approche aussi, bah, non? je sais pas, parce Non. que pourtant, Pas plus que ça? non, parce que quand tu regardes la gastronomie, les Français sont quand même assez audacieux, quoi. Ouais, mais sur le fromage, je veux dire, peut-être que Ah, pour le les étrangers vont peut-être tenter d'autres. Ouais, non, non, Même non, pas. non, ouais, même pas. Après, peut-être dans la présentation, c'est vrai qu'au Japon, c'est vrai que dresser des plateaux, c'est très méticuleux, Ouais. minutieux, machin. C'est vrai que, ouais. Mais en France, ouais, voilà, je trouve que. Alors, pas tous, hein, il y a de super fromagers qui font des trucs incroyables. Ça en revient à ce que je disais, les titres et les hommes, et les hommes et Bien les sûr. titres. Il y a des fromagers dont on parle pas, quoi, et qui sont juste géniaux, quoi. Que moi j'admire, voilà, mes amis de Chambéry, Jean-Noël et Nathalie Martin, voilà, je les cite, Bah oui. qui sont deux fromagers, crémés fromagers géniaux, qui travaillent avec des producteurs incroyables, qui retravaillent leurs produits, enfin, voilà, il y en a plein, mais c'est pas la majorité, quoi. Ouais. C'est pas la majorité. Mais toi, tu t'inscris dans cette nouvelle tendance, voilà, Eh ben ouais, un peu moi, de moi, jeunes fromagers ouais, et moi, qui dépoussièrent un peu les choses aussi. qui dépoussière, c'est ce que je disais au début, quand je commençais, je dépoussière l'image du fromage. Et ben ouais, mais il faudrait que beaucoup le fassent, que limite je sois imité. Et ça me fait plaisir parce que tu vois, il y a des gens sur les réseaux sociaux qui enfin voilà, vu que j'ai quand même pas mal de gens qui me suivent, j'ai beaucoup de crémés fromagers qui me suivent. Et il y en a qui ont l'honnêteté et la gentillesse de me dire, ouais, je m'inspire de vos plateaux, ça fait plaisir, etc. Mais moi, je m'inspire aussi des autres. C'est-à-dire que j'observe, j'ai vu ce qui se faisait, etc. Donc je me dis, j'invente rien en final. Enfin, vraiment, hein. J'ai eu le nez assez creux juste pour me le. Par contre, ce que j'ai peut-être pas inventé, mais j'étais l'un des premiers à le faire, c'est sur les réseaux sociaux en images, vidéo. Ouais, je suis l'un des très rares à mettre le fromage aussi en avant, de manière un peu hollywoodienne. Ouais. C'est-à-dire avec des éclairages, avec de la musique un peu, enfin carrément classique, très, très. Oui, oui, ça c'est vrai que j'arrive à le faire et que ça se voit pas vraiment. Et ça, oui, pour le coup, j'étais l'un des premiers à le faire. Et c'est ce qui a fait que bah, les gens me suivent et que je suis un peu connu pour ça, quoi. Et je pense que ça peut amener aussi peut-être une clientèle différente à venir découvrir le fromage. Parce que. Bah oui, oui, c'est une clientèle plus jeune aussi, peut-être. le tu but, vois, c'est de sensibiliser un maximum. Mm. Moi, c'est ce que je dis, c'est ce que je me dis aussi. Si j'avais une mission, ce serait de sensibiliser un maximum de gens au fromage. C'est une belle Et- mission. Ouais, mais C'est vraiment une mission parce que- gourmande. ouais, mais ça va beaucoup plus loin que ma simple personne et mes boutiques en fait. J'aimerais que par mon profil, mes vidéos, mes images, mon discours, les gens, où qu'ils soient, se disent ah ouais, ben en fait, plutôt que d'aller acheter mon fromage Eco Plus, je vais faire l'effort une fois d'aller dans une boutique ou même en grande distrie, prendre le fromage le plus cher, parce que même la grande distrie peut proposer des trucs corrects, clairement. Faut pas non plus toujours noircir le tableau de ce côté-là. Et se dire, mais tiens, je vais dépenser un peu plus. Parce que, oui, scoop, encore un autre, les bonnes choses ont un prix. Bien sûr. C'est malheureux, hein, mais c'est comme ça que ça marche, quoi. Mais en faisant des choix différents, comme tu dis, en mangeant un peu moins, mais plus qualitatif, Oui, oui. je pense que. Moi, j'aime bien le critique gastronome Perico Légas. Ouais. J'aime beaucoup même. Surtout le reportage qu'il a fait, Ces fromages qu'on assassine, que je conseille à tout le monde, qui dit, bah, plutôt que de manger 7 x 3, manger 3 x 7, quoi.
3 produits à 7 euros plutôt que 7 produits à 3 euros. Quoi. Et au final, c'est toujours 21 euros. Quoi. Donc, je sais plus si c'est celui qui dit ça, mais enfin bref. Mais oui, effectivement. Quoi. Donc, c'est une éducation au bon produit, au goût et au alors, travail qu'il y a derrière aussi. Oui, mais par contre, ça, c'est peine perdue. Je le dis clairement, les gens s'en foutent. Alors, c'est le contexte économique aussi qui fait que, comment dire, les priorités. C'est le contexte qui est que. Non, mais on pourra faire ce qu'on veut, nous les petits artisans, bouchers, charcutiers, on sera toujours une minorité, on restera la minorité, et on fera jamais la part belle que se fait les supermarchés, les McDo et compagnie. Non, c'est game over, il faut qu'on soit conscient de ça. On ne fera jamais rien face à la grande distrie, face à l'industrie. On fera rien. On sera juste, par contre, c'était d'ailleurs une histoire assez, du moins ce que on m'a expliqué, sur l'histoire du camembert au lait cru versus le camembert au lait pasteurisé. À l'époque où les MOF, les meilleurs ouvriers de France, ont été les premiers à exister, ça a été la classe de l'an 2000, ces premiers MOF, apparemment, de ce qu'on m'a dit, ont été conviés à l'Élysée parce que le titre de meilleur ouvrier de France, c'est un diplôme d'État qui vaut un bac+2, si je dis pas de bêtises. Et donc, quand tu te fais, c'est un diplôme en fait, qu'on te décerne, tu vas, selon les années, à l'Élysée pour te faire décorer du titre de meilleur ouvrier de France. Et vu que c'était les premiers, à cette époque-là, il était apparemment question, autour de la table, avec ces meilleurs ouvriers de France, de discuter avec des ministres, je sais plus quoi, enfin bref, comment fait-on pour pasteuriser tous les camemberts? Apparemment. Là, attention, ce que je dis. Ouais. Et les jeunes MOF étaient un petit peu surpris et se disaient, mais nous, on fait les choses autrement. Nous, on pense que la qualité, c'est du fromage au lait cru et que le camembert, il faut pas le toucher, quoi. On laisse au lait cru. Et il y en a un qui a eu l'idée géniale de dire, oui, mais si vous voulez tout pasteuriser, c'est bien beau. Parce que pasteuriser, qu'est-ce que ça veut dire aussi? En gros, c'est pouvoir vendre à des marchés plus éloignés parce que le produit est plus stable. Pas mieux se conserver Se pour conserve le transport. mieux. C'est ça la grande raison. Raison économique, ça se garde plus longtemps, donc ça se jette moins, et donc on fait plus d'économies. Bon, c'est ça la vraie raison. Il y en a qui vont expliquer que ce sont des raisons sanitaires. C'est un long débat. Moi, je crois, parce que comme je dis, tout ce qu'on affirme, ce ne sont que des croyances, hein, même les scientifiques. Hein, voilà. Bref, tout ça pour revenir au camembert, disant que, mais si vous pasteurisez tous les camemberts, quand vous serez au fin fond de la Chine, et que vous allez devoir vendre l'image de l'excellence française, si elle n'existe plus, c'est-à-dire si le camembert au lait cru n'existe plus, comment est-ce que vous allez pouvoir vendre l'excellence si elle n'existe plus? Et c'est, ah ben oui, c'est pas con ça. Et donc du coup, il faut quand même en garder. Et donc du coup, c'est là que si cette histoire est vraie, et que cette histoire explique que on peut pas entre guillemets faire tout et n'importe quoi avec les fromages. Et il faut garder une certaine des racines pour pouvoir dire que l'excellence c'est ça. Et donc moi, je fais très attention à ça. Et voilà. Tu te veux un peu un ambassadeur, entre guillemets, ou un gardien, on va dire, plutôt. De tout ça? Oui, mais c'est important, un gardien, mais c'est important de comprendre ça. Certes, l'industrie, elle a gagné, moi j'en suis totalement conscient, mais il faut se servir de cette industrie-là aussi, tu vois. Parce que... oui, certes, il y a quelques artisans, mais ce sont des ovnis en France qui arrivent à vivre de manière très confortable, etc. Mais ça reste difficile. Donc du coup, moi, ce que je veux faire, c'est sensibiliser les gens. C'est leur dire que le fromage, ça fait partie de notre histoire. Il y a 2 générations, toi et moi, à la maison, on fabriquait du fromage. Ouais. Ou au moins, on transformait le lait, on faisait du beurre, de la crème, et on valorisait le lait. C'était dans nos gènes. Encore plus quand tu vas en Normandie, etc.
Donc autrefois, on savait faire du fromage comme aujourd'hui, on sait ouvrir un sachet de pâte et le faire cuire, quoi. Vraiment. Et moi, j'ai un affect un peu particulier qui consiste à dire, euh, on met pas notre histoire, notre tradition, notre culture au feu sous couvert de progrès technologiques, sanitaires, etc. Ben non, je suis désolé. Moi, l'album photo d'il y a 50 ans, je vais pas le foutre au feu, je vais le garder bien gentiment et le ressortir de temps en temps. Mais moi, c'est pareil avec le fromage et même dans toute la culture gastronomique, il faut garder un minimum d'histoire, quoi. Et donc, je pense que c'est hyper important de garder ça. Et moi, je veux le faire de manière, aujourd'hui, c'est vrai, dans mes vitrines, sensibiliser les gens, leur apporter un regard un peu neuf, nouveau, mais qui, en fait, comment dire, est un peu parallèle avec l'histoire moderne de la pâtisserie. Mhm. Parce que la pâtisserie, c'est quand même le truc, l'une des gastronomies les plus vieilles. Ouais, c'était les rois qui faisaient Mhm. ça autrefois, hein. Ils voulaient que des trucs sucrés à mort et voilà. C'est les rois qui ont inventé ça, si je dis pas de bêtises. Ouais, Bon, ouais, je crois qu'il y a, il y a quand même pas mal de pâtisseries voilà, donc le qui... Saint-Honoré, Ouais, ouais. le Paris-Brest, tout ce que tu veux, c'est très bien, mais merci quand même à certains des pâtissiers d'aujourd'hui d'avoir inventé autre chose, quoi. Et de faire vivre cette gourmandise encore et encore, quoi. Parce qu'il y a des mecs qui se sont réinventés et je trouve ça très bien. Voilà, donc il faut que ça soit la même chose dans le fromage. Donc il faut le présenter de manière plus sexy, plus dépoussiérée. Et franchement, quand on goûte à un fromage un peu pimpé, comme je Ouais, dis, ouais. franchement, c'est pas déconnant. Ça marche. Il y a des trucs super bons. Donc moi, c'est un peu mon approche du métier. Et c'est ce que je fais dans mes vitrines, sur mes réseaux sociaux. Et enfin, oui, c'est vrai que j'en ai pas parlé aussi, c'est mes plateaux de fromage. Ouais, tout à fait. C'est vrai que j'ai pas parlé des plateaux parce que le plateau, moi, c'est l'aboutissement de tout ce que je fais. C'est de présenter le fromage de manière très esthétique. Et ça me vient directement du Japon. Le Japon, quand tu vas n'importe où dans une gare, ouais, c'est très gare là-bas, donc tu Ouais. as des bento, ils appellent ça des bento. C'est des petits paniers, enfin, comment t'appellerais ça en français? Oui, c'est un petit peu ce qu'ils emmènent Ouais, en ben, fait de la maison pour manger à l'extérieur, voilà, c'est ouais, ça? c'est ça. Et c'est des petits trucs à manger. Bref, et je trouvais ça, enfin, je trouve ça très bien présenté. C'est-à-dire que c'est joli, c'est visuel, c'est graphique. Et moi, en fait, mes plateaux s'inspirent de ça. Et j'ai d'ailleurs appelé mes plateaux avec une petite formule japonaise. J'appelle mes plateaux omakase. Parce qu'au Japon, omakase, c'est une formule japonaise qui veut dire je m'en remets à vous. Quand tu arrives dans un resto et que tu sais pas ce que tu Que tu veux, veux. Tu tu fais de- confiance. voilà, tu fais confiance et tu dis au chef omakase. Et le mec, le chef, en fait, il va te faire une sélection de ce qu'il pense être le meilleur. Mais moi, c'est pareil. Je fais la même chose avec mes plateaux. Les gens me disent omakase, et bien moi, je mets, eh bien, pour le coup, l'inverse de ce que j'ai vu au Luxembourg. C'est-à-dire que moi, quand quelqu'un me demande un plateau, je mets mes meilleurs fromages. Il y a pas mal de fromagers. Je pense pas qu'ils écouteront jamais ce qui se dit là. Enfin, j'espère, hein, peut-être, mais voilà. Mais ces fromagers mettent sur les plateaux ce qu'ils ne vendent pas. Hmm. Ah ben non, non, pas moi. C'est pas l'idée. C'est pas l'idée, quoi. Au vu de tout ce que tu viens de nous dire. ouais, surtout pas, quoi. Donc, voilà. Et tu essayes de faire découvrir des choses complètement différentes aussi quand tu crées ces plateaux pour les clients. Et bien c'est ça le plateau. Ce qui est intéressant, c'est que quand je disais que quand on met par exemple des fruits ou des pâtes de fruits qui avec le temps peuvent fermenter parce qu'elles sont là pendant un petit moment, le plateau, je peux me permettre de mettre plein de choses et de faire découvrir des goûts différents. Donc là, tu viens de nous expliquer toute la démarche des plateaux que tu proposes. Donc ça, c'est des choses que tu fais toute l'année et plus particulièrement à l'occasion des fêtes, j'imagine? Alors, oui, les plateaux, je les fais toute l'année. Je les fais en formule omakase, c'est-à-dire que je choisis la sélection pour le client. Après, il peut me dire ce qu'il veut absolument et ce qu'il ne veut pas. Parce que, bon, voilà, s'il est allergique j'en sais rien, aux pistaches, je ne vais pas lui Bien mettre sûr. un fromage avec des pistaches. Ça, c'est toute l'année. Bah, par contre, à Noël, non. Vu que c'est du sur-mesure le reste de l'année, à Noël, si je devais faire du sur-mesure, ce serait ingérable. Donc, non, non, je fais des plateaux type à Noël, mais ils restent toujours bien retravaillés, bien présentés. Grosso modo, dresser un plateau, ça me prend entre 30
et 40 minutes, quoi. Ok. Donc si je dois avoir 150 plateaux, non, c'est juste impossible. Il y a que 24 heures dans une journée, et Bien puis sûr. et je l'ai fait fraîchement, dans le sens où je l'ai fait pas une semaine avant, quoi, parce que Ouais. Tu l'as fait au plus près de la date. voilà, les bûches de Noël pour certains, elles sont déjà faites. On est en septembre, hein, donc voilà. Euh, Donc ouais, les plateaux, je les fais toute l'année, uniquement à retirer en boutique. Il y en a qui veulent se les faire livrer, mais c'est pas possible parce que c'est trop fragile, quoi. C'est des tout petits, comment dire, des morceaux de fromage, donc uniquement retirés en boutique. Et, et voilà. Et toutes ces informations, on les trouve de toute façon sur ton site internet. Ah oui, sur mon site internet christophefromager.com. Super. On rentre dans la dernière partie du podcast qui s'appelle Le Sud-Ouest dans le cœur. Toi qui as voyagé et qui es revenu sur tes terres natales, est-ce que tu penses que dans le Sud-Ouest, il y a quelque chose de particulier, une énergie ou quelque chose de spécifique par rapport à d'autres endroits où t'as pu Qu'on est voyager? à équidistance entre Paris et Lisbonne. Ah, ça on me l'avait jamais dit. C'est une bonne info. Franchement, ouais. J'ai participé à l'ouverture d'un bar à fromage à Lisbonne, Ouais. et je me suis fait cette remarque que franchement, on est. Et pareil, quand tu vas en Belgique, les gens font une halte dans le sud-ouest ici, quand ils vont à Lisbonne. Ah, je savais pas ça, c'est Ouais, ouais, rigolo. on est vraiment en plein milieu. Et non, oui, oui, après, ça c'est une anecdote que j'ai remarquée il y a pas longtemps. Non, après, je suis rentré à la maison, j'ai toute ma famille ici. Le cadre de vie est assez confortable, à part une chose assez dure à vivre ici, c'est l'humidité. Franchement, c'est vraiment quelque chose qui est assez pénible à vivre. Bon, Non, on va mais le passer sous silence. ouais, non, évidemment, on mange super bien. Si on va un peu plus bas en Espagne, c'est aussi incroyable. Quand même, San Sébastien, c'est l'endroit où il y a le plus de restos étoilés. Je Tout à pense fait. que c'est pas dans le monde. Je crois que c'est un Je truc crois comme ça. qu'en Europe, il me semble que ça, Enfin, c'est une évidence. Après, oui. on mange super bien. Les mecs sont créatifs, bosseurs. Non, en termes de gastronomie ici, mais c'est l'Eldorado, quoi. Je veux dire, dans les Landes, on a quand même le seul mec qui fabrique des cacahuètes. Oui. On a là quelqu'un qui fait du safran. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une ferme en aquaponie à 2 minutes à côté. Euh, Ouais, il y a quand même une énergie créative. mais vraiment, il y Ouais. a des mecs, des gens. C'est génial, franchement, ici, il y a de quoi faire, mais alors, vraiment, quoi. Le seul truc, c'est l'humidité. On peut clairement pas finir là-dessus. Non, mais voilà. Non, mais pour toi, c'était une évidence de revenir aussi au pays, en fait, et de créer quelque chose ici. Ouais, parce que j'ai toujours eu et je l'ai toujours, hein, la bougeotte, dans le sens où j'ai commencé ma carrière à l'étranger, parce que j'ai été désireux de voir autre chose que la France, hein, dès le départ. Je suis revenu, ça va faire 8 ans. Voilà, j'ai de nouveau peut-être des envies de repartir. J'ai des gens qui me proposent des choses à droite à gauche. Là, je suis invité l'année prochaine, alors c'est très à la mode, mais c'est comme ça, à Dubaï. Ouais, Et je vais probablement aller faire un petit saut à Dubaï, voir ce qui s'y passe. Le Japon, évidemment, ça continue de couler dans mes veines. ouais. Il n'y a pas une journée où mon feed Instagram me montre pas des trucs sur Tokyo et à la bouffe au Japon. Donc oui, le Japon, clairement. Et voilà, donc revenir ici, c'était pour planter les racines et puis après Ouais. voir ce qui va pousser. Et c'est vrai que ouais, la terre est fertile ici. Ok. C'est humide et fertile. C'est pour ça que Voilà. c'est fertile. C'est ça, exactement. Super. Bon, bah écoute, en tous les cas, on est. Enfin, moi, je suis ravie d'avoir eu cet entretien avec toi. Est-ce que dans les mois qui viennent, il va y avoir des choses? Tu vas préparer, j'imagine, aussi la fin de l'année. Tu es très actif sur les réseaux sociaux et sur tes comptes.
Est-ce qu'il y a des choses nouvelles ou des projets qui te trottent dans la tête et qui vont voir le jour? Oui. Alors moi, si j'ai pas un projet, c'est que il y a quelque chose qui va pas. Donc là, le projet l'an dernier, c'était d'ouvrir une seconde boutique. C'est déjà pas mal. C'est fait. C'est fait. Bon, après, il y a le projet d'une vie, c'est les faire durer. Bien sûr. Comme dit Johnny Hallyday, ou disait Johnny Hallyday, une vraie star, c'est celle qui dure. Voilà, en parlant de lui, quoi. Donc, non, mais des projets, oui, j'en ai. Là, j'en ai un qui se prépare depuis début 2024, depuis le début d'année, et qui tendrait à me faire voir un peu partout en France, en fait. Ok, Voilà. donc en fait, il faut qu'on reste connecté. Oui, il se pourrait que, voilà, on me voit un peu partout, quoi. Voilà. Avec le fromage, ouais, et ça, c'est peut-être les conséquences de justement ces fameux réseaux sociaux. Comme je dis, ils sont pas forcément apporteurs de clients quotidiennement, avoir la queue devant sa boutique. J'ai pas 150 000 personnes qui se bousculent devant la porte, loin de là. Mais avec l'image que je me construis, la réputation que je me suis faite, et puis l'expérience que j'ai, voilà, ça intéresse aussi d'autres sphères, et du coup, je risque d'être visible. Déjà que je le suis sur les réseaux, mais après un peu partout, à un niveau différent. Voilà. Super. On verra. T'as fait un joli teasing, donc là maintenant. C'est pas beau ça? Ouais, c'est pas mal. Donc voilà. Pour en savoir plus, il faudra suivre tout ça sur les réseaux sociaux. Ouais. Donc t'as un compte Instagram. Un compte TikTok. Ouais. J'ai à peu près tout sauf Snapchat. Ok. J'ai YouTube, Facebook, TikTok, Instagram. Ok, ce qui est déjà très bien. Donc Christophe Fromager. Ah oui, j'en ai pas parlé de ça, mais j'ai une chaîne YouTube aussi, dans laquelle j'ai essayé, dans toutes mes envies de vidéaste, photographe, tout ça, à faire des reportages immersifs chez mes producteurs. Super. Voilà, donc j'en ai fait 4 ou 5, ouais. Mais ça prend énormément Bien de sûr. temps. Je fais tout seul avec un cadreur, et c'est très dur. Ok, mais donc, ça permet de découvrir les coulisses des produits que tu exactement, proposes. Que je vends. Ouais, tout à fait. Je vais chez mes producteurs, sans chichi, parce que je suis je suis très mauvais acteur. Vraiment, je sais pas acter, voilà, je sais pas jouer de rôle ou quoi que ce soit. Donc c'est du cru, bon, c'est pas non plus, voilà, mais ça a au moins le mérite de montrer le producteur et ce qu'il fait. Et de le mettre en valeur. Voilà. Super. Bah écoute, merci beaucoup Christophe. Merci à toi. C'est un plaisir et puis on te souhaite bonne continuation et à très bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir. Merci pour votre écoute. J'espère que cet entretien vous a donné envie d'en savoir plus sur ce fromager original et passionné. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur le podcast, rendez-vous sur le compte Instagram. Et pour faire grandir la communauté, n'hésitez pas à parler du podcast autour de vous et à partager les épisodes. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau parcours de vie.